À Ouagadougou, une décision renverse l'ordre attendu, au point de rompre les habitudes diplomatiques et médiatiques. Les prisons s'ouvrent, les casernes se remplissent, et un pays redessine sa survie en transformant la honte individuelle en utilité collective visible. Lorsque Ibrahim Traoré convertit la faute en service, la question change de nature. Que vaut la justice dans un Sahel assiégé, pour ceux qui regardent de loin et pour ceux qui y respirent chaque jour sous les drones et la peur? Derrière la poussière, une autre équation apparaît, courte, tranchante, décisive et lourde de conséquences. Cette vidéo promet une lecture froide et ordonnée d'un choix politique inhabituel. Réorienter la punition vers la contribution et mesurer ce déplacement non par slogan, mais par effet sur la sécurité, la société et la souveraineté. Le bénéfice attendu est simple. Comprendre mieux, réagir plus intelligemment. Le risque est clair. Confondre rédemption encadrée et militarisation aveugle, ou projeter sur le Sahel des grilles importées. Ici, on suivra les faits disponibles, on signalera les incertitudes, et l'on s'en tiendra aux éléments présents dans la source. On replacera le geste dans une ligne de temps récente. Puis on observera ses répercussions concrètes sur des villages, des routes, des familles et des frontières. Ce cadre permettra d'évaluer ce que ce basculement change réellement dans la vie ordinaire et dans l'équilibre régional. Si une nation en guerre ne peut gaspiller aucun bras valable, que devient alors la dette envers la collectivité? Tenir ensemble dignité, sécurité et responsabilité sera la contrainte structurante, car les choix de crise façonnent longtemps les lendemains. En moins de 2 ans, une petite nation enclavée dit avoir repris l'initiative sur son territoire, pendant qu'un programme de réaffectation transforme la faute en service. 15 vise 600 hommes, autrefois détenus pour des délivériers, sont rééduqués et intégrés à des unités pénitentiaires de combat, avec l'ambition d'en faire une élite disciplinée. Autour, le Sahel demeure un corridor d'attaque, de trafic et de déplacement, où l'on parle d'instabilité quand il s'agit, pour les habitants, d'une lutte d'existence. Dans ce décor, Ibrahim Traoré propose une justice de restitution, payer sa dette par la contribution et non par l'inaction, réécrire l'utilité sociale là où l'ancienne peine immobilisait. Le récit local évoque des villages qui rouvrent, des marchés qui reprennent et une carte qui, selon les autorités, se recolore en faveur des forces nationales. Une statistique circule dans la source. Jusqu'à 92% du territoire, redevenu praticable ou sécurisé, indicateur contestable pour certains, mais central dans l'imaginaire de reconquête. Le geste se veut double, tactique, en densifiant les effectifs là où les lignes s'étirent, moral, en restituant à des hommes une place utile et encadrée. Il rencontre des critiques, risque d'instrumentaliser la détresse, d'idéologiser la formation, de créer une dépendance à des unités au statut ambigu. Il rencontre aussi un assentiment social visible, maires rassurés, artisans mobilisés, communautés qui nourrissent ceux qui jadis étaient stigmatisés. Au-dessus, un autre récit bruissant parcourt la région. Redéploiement de moyens, vols non nommés, drones qui allongent leurs orbites, comme si le ciel notait chaque pas au sol. Entre promesses et périls, la question posée par ce programme devient un test de doctrine. La souveraineté peut-elle se construire par la récupération encadrée des forces vives, sans dériver vers la brutalité ni l'arbitraire? La suite du récit suivra le fil des décisions, des entraînements et des effets visibles au ras du sol. Pour guider la compréhension, examinons 2 silhouettes anonymes qui serviront de fil conducteur. Un ancien détenu de 28 ans, maçon avant la crise. Son dossier mentionnait un vol de denrées en période de disette. Réaffecté, il reçoit à Pau un entraînement de base, course, tir, topographie sommaire, premiers secours, discipline, puis des modules du soir sur souveraineté
et histoire récente. Son unité est envoyée vers une route jadis coupée par des embuscades. Selon les témoignages rapportés, la voie rouvre par tronçons, des convois de grains remplacent des haltes forcées et les villages réapprennent l'ordinaire. Une mère dans un quartier périphérique de Ouagadougou. Son fils figurait parmi les 15-600. Elle dit la peur première, puis le soulagement devant l'encadrement visible et la numérotation des unités, signe d'un suivi que l'ancienne détention ne donnait pas. À l'échelle des administrations, la bascule force des arbitrages. Budget carcéral ou budget opérationnel, gardiennage statique ou mobilité sécuritaire, silence pénitentiaire ou utilité encadrée. Dans les rédactions étrangères, les mots hésitent. Militarisation de la misère, expérimentation risquée ou innovation doctrinale contextuelle. Sur le terrain, les besoins sont prosaïques. Route allumée, marché tenu, fil d'eau sécurisé, maître présent, rituel maintenu. Ces cas, limités, ne prouvent pas à eux seuls la validité du modèle, mais ils matérialisent le pari. Convertir la marginalité en garde-fou, sous hiérarchie et contrôle. Reste l'exigence d'encadrement, sélection continue, évaluation, règles d'engagement, mécanismes disciplinaires et trajectoire de sortie pour que le service ne devienne pas peine éternelle. Voici un point d'atterrissage provisoire. Utilité prouvée, dérive proscrite. Donc, à quoi cela sert-il concrètement pour la vie quotidienne ? Le tournant commence un matin gris, quand l'ordre signé d'Ibrahim Traoré quitte le ministère de la Justice pour atteindre les directions pénitentiaires. En haut de page, compilez chaque nom. Aucun homme emprisonné pour faim ou pauvreté ne restera derrière les barreaux. La formule frappe par sa netteté administrative. Elle renverse des décennies d'automatisme. En moins d'une semaine, les listes affluent. 15 600 noms, âgés de 18 à 45 ans. Paysans, artisans, vendeurs, mécaniciens. Les cellules s'ouvrent sous surveillance. Uniformes distribués. Serments lus à voix haute. Silence tendu. Dans les casernes, les premiers cadres réguliers découvrent la mission. Former, intégrer, évaluer, pas punir. Chaque recrue passe par 3 étapes. Orientation, évaluation morale, instruction de terrain. Les rapports internes, cités dans la source, évoquent donc des camps improvisés, puis stabilisés autour de Pau et Bobo Dioulasso. Les anciens détenus deviennent des stagiaires militaires de plein droit. Leurs dossiers civils sont scellés et convertis en numéros de service. Dans la logique officielle, il ne s'agit pas d'une amnistie, mais d'une transmutation du statut, de coupable inactif à citoyen utile. À mesure que la nouvelle circule, les réactions divergent. Les médias occidentaux gardent le silence ou parlent de militarisation, de désespoir. Les radios locales montrent des mères apportant du riz et du mil au campement. Les villages changent de ton. Les experts évoquent un paradoxe numérique. Moins de dépenses carcérales et moins de pertes au front. La formule de Traoré réapparaît dans un discours. Moi, chaque homme libéré doit payer sa dette par l'action. Ce jour-là, le concept devient doctrine. Le CPU, Combat Prison Unit, entre dans les briefings internationaux. Dans les semaines suivantes, des images filtrent. Défilés sous poussière, armes anciennes, mais cohésion naissante. À Ouagadougou, les cartes d'état-major se remplissent de marques nouvelles. Zone tenue, axe rouvert. À Bamako et Niamey, on observe en silence. Certains parlent de contagion doctrinale. L'effet Traoré n'est plus un symbole, il devient variable géopolitique. Les frontières du Burkina Faso reprennent un statut actif, déplaçant le centre de gravité militaire régional. Mais chaque mouvement a un prix. La formation absorbe les fonds logistiques. La discipline doit s'imposer contre le risque de dérive. Les anciens officiers rappellent que l'uniforme n'efface pas la fatigue du corps, ni la mémoire des cellules.
Pourtant, dans les champs libérés, le paysan revient, le chant résonne, le marché rouvre. L'histoire se tisse en alternance. Pénitence hier, protection aujourd'hui. C'est le moment où le monde comprend que la justice n'a plus la même forme au Sahel. Les données connues, limitées mais cohérentes, donnent 3 repères pour mesurer le changement annoncé. Le premier indicateur concerne les 92% du territoire. La source décrit une reprise progressive des axes routiers, villages réinvestis, marchés réactivés. La valeur n'a pas été confirmée par un audit indépendant, mais sert de base de référence dans les communications officielles. Le delta est net. Avant 2023, plus de la moitié des zones rurales étaient hors contrôle. En 2025, elles seraient opérables. Explication. Concentration des unités mixtes, retour des administrations, relais locaux formés par les CPU. Le deuxième indicateur porte sur les 600 hommes réinsérés. La valeur provient de la directive initiale. Sur ces effectifs, selon le document, près de 80 auraient terminé le cycle complet d'entraînement à Pau. Chaque lot passe par 45 jours d'instruction militaire, 20 heures de cours idéologiques et un test final de discipline. Les rapports locaux indiquent une baisse de petite criminalité urbaine corrélée à ces mobilisations, sans pouvoir isoler les causalités. Le troisième indicateur est la réduction des pertes opérationnelles. Une moyenne mensuelle de 30 à 35 incidents armés avant le programme, contre 12 à 15 après 6 mois d'activité. Ces chiffres, issus des bulletins sécuritaires, montrent un écart structurel de plus de 50%. La baisse s'explique par la densité humaine disponible et la connaissance locale des terrains. L'interprétation doit rester prudente. Les indices sont endogènes et soumis à des biais de confirmation. Mais l'effet mécanique, plus de présence, moins de vide, semble vérifiable. Le programme coûte moins qu'un système pénitentiaire classique et redonne un statut productif à des milliers d'hommes. Ibrahim Traoré y voit un levier économique et moral. Ses critiques y voient une expérimentation risquée aux frontières du droit. Le mot-clé reste service rendu, une unité de temps passé au combat, vaut réduction de peine et rétablissement civique. Cette formule inédite permet de recalculer la valeur sociale du temps pénal et réintroduit la notion de défense collective dans la justice africaine. Le bilan numérique reste bref mais orienté. Moins de barreaux, plus de frontières gardées. 2 arguments s'opposent, chacun avec des fondements. Le premier pôle, celui de la critique, voit dans cela une violation des principes de proportionnalité et de droit pénal. Les juristes occidentaux soulignent le risque de double peine et l'ambiguïté entre volontariat et contrainte. Transformer des détenus en soldats expose à des abus de pouvoir et à des zones grises de responsabilité. Ils invoquent la mémoire des milices paramilitaires créées sous pression économique, qui ont souvent échappé au contrôle. Le deuxième pôle, celui de la défense, considère que pour les partisans de Traoré, l'État en crise n'a plus le luxe du superflu juridique. La justice coloniale a produit des prisons de désespoir. Le Burkina Faso réécrit la fonction en outil de redressement. Le volontariat reste supervisé. Le cadre légal adapté en urgence. Et le résultat, réduction de violence, retour de territoire, mesurable. Cette pragmatique n'est pas neuve. Dans toutes les périodes de guerre prolongée, la société mobilise ses marges. Les CPU incarnent une justice utile plutôt qu'une justice symbolique. Les deux positions reconnaissent un fait. Le vide institutionnel avait coûté plus cher que l'imperfection du remède. La question morale demeure ouverte. Le test se fera dans la durée et la discipline. Ibrahim Traoré affirme que l'encadrement continu et la formation idéologique sont les antidotes à la dérive. Ces détenteurs de données cherchent désormais à suivre le taux de réinsertion post-mission, paramètre clé pour valider ou invalider la doctrine. Le Stillman logique est ainsi posé. Le programme CPU peut être contesté, mais il répond à une nécessité structurelle que personne ne nierait
dans le Sahel de 2025. Une seule phrase, la rédemption est armée. Ce constat, lâché dans un rapport de sécurité interne, résume la seconde moitié du récit. Ce n'est plus une expérimentation morale, mais une mutation stratégique qui redéfinit l'équilibre du Sahel. Les CPU deviennent acteurs territoriaux, gardant les zones reconquises, formant des cercles d'autodéfense et servant de vecteurs idéologiques. Le changement n'est pas quantitatif, mais qualitatif, de la faute punie à la mission assumée. Autour, les satellites suivent le mouvement. Ils sont le mouvement. Les rumeurs de repositionnement étranger s'intensifient. Les villes frontalières se préparent à une nouvelle forme de guerre, faite moins de bombes que de narration. Ibrahim Traoré le dit dans un discours capté par les médias régionaux. Nous ne cherchons pas la vengeance, mais la stabilité, née de l'honneur. La phrase devient mot-clé, signal de mi-parcours. La justice du Burkina Faso n'est plus seulement défensive, elle est déclarative. La seconde moitié du récit montrera ses effets tangibles sur les 4 niveaux. Nation, économie, société, région. Le programme CPU, au-delà des chiffres, modifie 4 dimensions visibles du pays. Niveau national, économie, société et voisinage régional. Au niveau national, la présence accrue des unités sur tout le territoire réduit les zones grises. Les routes principales redeviennent praticables. Les marchés de district rouvrent. Les autorités communales parlent d'un regain de circulation des biens, indicateur essentiel dans un pays enclavé. Pour la première fois depuis 10 ans, la capitale n'est plus considérée comme un îlot entouré d'incertitudes, mais comme un centre relié. La cohésion politique s'en trouve renforcée. Ibrahim Traoré devient le point fixe d'un récit d'unité nationale, au-delà des clivages ethniques. Du point de vue économique, l'impact est double. Les dépenses carcérales diminuent et la production locale reprend. Des terres auparavant abandonnées sont replantées. La main-d'œuvre issue du CPU s'intègre temporairement dans des chantiers civils sous encadrement. Le budget de sécurité se convertit partiellement en budget productif. Les économistes locaux estiment une hausse de 8% des échanges domestiques sur 12 mois, tendance cohérente avec la réouverture des routes du Nord. Au niveau social, les perceptions changent. Le détenu d'hier devient protecteur de quartier, l'ennemi devient bouclier. Dans les écoles, les chants enseignés mentionnent la souveraineté plutôt que la dépendance. Les femmes, longtemps confinées à l'attente, retrouvent rôle d'actrice locale. Elles cuisinent pour les camps, organisent les collectes. La mémoire de l'humiliation se mue en dignité publique. Les sermons du vendredi et du dimanche évoquent l'homme utile comme symbole moral, signe d'un renversement de mentalité. Enfin, au niveau régional, autour du Burkina Faso, le Mali et le Niger observent le modèle. Certains ministres y voient une doctrine de récupération africaine. Les alliances régionales se consolident, formant une ceinture d'États, réclamant plus d'autonomie militaire. Cette dynamique inquiète les chancelleries européennes. Les rapports de défense évoquent discrètement une redéfinition de la zone d'influence. Mais pour les acteurs du Sahel, c'est un retour d'équilibre. La décision d'Ibrahim Traoré inspire une génération entière de cadres africains qui veulent agir au lieu de plaider. En somme, le CPU n'est plus une mesure nationale isolée, mais un signal continental. Les effets concrets, marchés rouverts, routes surveillées, confiance restaurée, dessinent une stabilisation rare. Pour autant, le risque d'idolâtrie politique demeure. Si le modèle devient culte, il perdra sa fonction initiale, celle de réparation sociale mesurée. 3 trajectoires se dégagent pour la prochaine année. Dans le scénario de base, le programme se stabilise. Les CPU continuent donc de protéger les zones récupérées, les pertes restent faibles. Les financements internes suivent la cadence, la discipline tient. Dans ce cas, le Burkina Faso consolide sa souveraineté sécuritaire sans surchauffe politique. Dans le scénario optimiste, les États voisins coordonnent leurs initiatives, créant une force du Sahel autonome. Les échanges agricoles reprennent
et la diplomatie régionale trouvent un langage commun fondé sur la dignité. Le pays devient un exemple d'ingénierie postcoloniale réussie, où Ibrahim Traoré transforme la crise en doctrine d'État. Les observateurs parleraient alors d'un moment africain, une redéfinition pacifique du rapport entre justice et défense. Dans le scénario pessimiste, les ressources financières s'épuisent, les CPU se démotivent, et certains groupes dérivent hors de contrôle. Des puissances étrangères profitent des tensions pour justifier un retour discret de missions de stabilisation. Dans ce cas, l'expérience tournerait à la fragmentation, réactivant les cycles d'ingérence que la doctrine voulait briser. Ces trois perspectives résument le dilemme: stabilisation interne ou friction externe. Le moteur de la réussite reste la cohérence, formation, contrôle et sens donnés au service. Sans cela, la rédemption se vide de sens. Mais si l'encadrement persiste, la logique CPU peut devenir un pilier de la souveraineté régionale. Le futur se lira donc moins dans les armes que dans la constance administrative. La recommandation centrale: maintenir la mesure sans dérive, équilibrer la symbolique et la rigueur. Au-delà de la géopolitique, le message touche à la psychologie collective. Dans chaque pays soumis à la dépendance, l'idée que l'on puisse se sauver soi-même agit comme un choc. Pour les jeunes Africains, la figure d'Ibrahim Traoré incarne la possibilité de refuser le fatalisme sans rejeter le réel. Le concept de justice active devient un miroir intérieur. Servir au lieu d'attendre. Le spectateur, lui, se trouve placé face à une équation personnelle. Quand la dignité devient action, que ferions-nous à leur place? L'histoire des 1500-600 d'hommes n'est plus seulement militaire. Elle questionne nos définitions de faute et de rachat. Elle interpelle la part de responsabilité collective que chacun transfère à ses institutions. Le Sahel devient alors métaphore d'un monde en quête d'autonomie morale. Ce segment est celui de l'identification. Les gestes ordinaires, bâtir, enseigner, protéger, reprennent une valeur politique. Le spectateur peut y lire sa propre fatigue, mais aussi un rappel. La liberté, avant d'être un drapeau, est un effort quotidien. Ainsi, la trajectoire burkinabé dépasse son contexte. Elle devient symbole de reconstruction intérieure. Pour consolider cette expérience, plusieurs étapes se dessinent. La première étape consiste à former, institutionnaliser les écoles CPU, intégrer un tronc commun de droit humanitaire et de civisme. La deuxième étape vise à mesurer, créer un indicateur trimestriel sur la discipline, la réinsertion et la contribution civile. La troisième étape est d'encadrer, placer les unités sous contrôle mixte armée-justice pour prévenir les dérives. La quatrième étape est de communiquer, documenter publiquement les résultats, éviter le mythe opaque. La cinquième étape est d'étendre, ouvrir la méthode à la réhabilitation agricole et logistique, au-delà du strict militaire. Ces 5 pas visent à transformer un élan ponctuel en politique d'État durable. Ibrahim Traoré, dans son dernier discours cité, parle d'économie morale de la guerre. Chaque acte de défense doit produire du lien social. Le défi consistera à préserver cette cohérence lorsque la situation se normalisera. Le Burkina Faso pourrait alors passer du registre héroïque à la gestion méthodique, signe d'une maturité institutionnelle nouvelle. Au crépuscule de cette histoire, les images reviennent. Des hommes marchant sous la poussière, portant sur leurs épaules le double poids du passé et de la mission. Dans une cour d'école, un enfant chante le nom d'un capitaine devenu mythe, Ibrahim Traoré. La caméra s'attarde sur un uniforme marqué d'un insigne noir, symbole du passé, non plus de la honte. Cette marque minuscule, visible sur la manche, condense toute la philosophie du programme. La faute reconnue, transformée, portée à découvert, pour rappeler que la dignité n'efface pas le souvenir, elle le dépasse. Le pays tout entier marche à ce rythme. Et la dernière ligne du plan, celle que Traoré trace à la main, dit simplement « Nous avons payé notre dette par le service ». C'est la phrase clé, brève, presque biblique. La justice n'est pas une cellule, c'est un champ de forge. Chaque révolution a besoin de mémoire pour durer. Celle-ci n'est pas une flambée, c'est une forge.
Le Burkina Faso rappelle que la souveraineté ne se décrète pas, elle s'exerce. Si cette vidéo vous a éclairé sur la logique d'une justice transformée en service, partagez-la, discutez-la, critiquez-la. Parce que la compréhension vaut plus que l'admiration. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de ses 1500-600 hommes ne demande pas qu'on y croie, mais qu'on la lise comme un laboratoire africain du XXIe siècle. Le débat sur la dignité et la sécurité appartient à tous. La question finale reste ouverte.